Les enseignements retenus de la sortie médiatique du président de la République, j'avoue sincèrement que j'ai été surpris par ce rendez-vous manqué avec le peuple. C'est un rendez-vous manqué d'autant plus que les questions sur lesquelles le président de la République s'est prononcé sont des questions sur dont il n'a pas suffisamment la maîtrise. J'ai l'impression d'avoir écouté un président de la République qui a récité une leçon mal apprise, d'autant plus que les questions d'inamovibilité et d'autres paramètres qui ont conduit les magistrats dans cette bataille de révision de la Constitution, j'ai été déçu de savoir que le président de la République n'en a pas une connaissance approfondie. Et c'est regrettable pour notre pays. Le chef de l'État aurait pu nous épargner de cette sortie médiatique. Pourquoi voulez-vous que le président de la République ait une connaissance approfondie du droit alors qu'il est homme d'affaires et qu'il n'est pas juriste? C'est pas son métier, M. Adiaka. Après avoir écouté le chef de l'État hier, j'ai compris que le poste de président de la République, la fonction présidentielle, ne communique pas à son occupant des talents exceptionnels. Si vous n'êtes pas juriste, ce n'est pas lorsque vous êtes devenu président de la République que vous allez le devenir. Si vous n'êtes pas agrégé de droit constitutionnel, ce n'est pas la fonction présidentielle qui va vous communiquer les talents de constitutionnaliste. Donc vous aurez souhaité que le président soit magistrat peut-être. Si vous n'êtes pas un magistrat, ce n'est pas... Vous ne le deviendrez pas en devenant président de la République. Ce n'est pas par la fonction présidentielle que vous allez le devenir. Autrement dit, il faut, lorsqu'on occupe de telles fonctions, lorsqu'on occupe de telles hautes charges, il faut être humble et écouter plus qu'on ne prend la parole. Parce que si vous prenez la parole, vous risquez de vous faire découvrir et ce n'est pas bien pour notre démocratie. Donc vous auriez souhaité avoir un président de la République taiseux, qui se tait et qui ne parle pas. Michel Adiaka, c'est ça que vous insinuez? Le président de la République aurait pu demander à quelqu'un d'autre de parler à sa place, à son avocat dans cette bataille-là, qui est son avocat personnel, de croiser ses arguments avec les autres techniciens qui ont été au fond. Il aurait pu demander un tel débat que nous avons ardemment souhaité pendant cette bataille-là. Mais il se fait que ce n'est pas son avocat qui a été élu président de la République, c'est lui le président. Le président n'a pas, sur les questions abordées, le président n'a pas la science infuse. Ce n'est pas un érudit que nous avons élu. Oui, mais Michel Adiaka, sur le sujet de la réforme judiciaire, il a posé au moins une question. Est-ce normal qu'un avocat, qu'un magistrat, un juge occupe un siège pendant 20 ans? C'est regrettable. C'est regrettable parce que, voilà... Qu'est-ce qui est regrettable? Tu l'as posé la question? Non. C'est regrettable, d'autant plus que si la justice n'était pas indépendante, je l'ai dit, je le répète, le président Talon ne peut pas affronter le président Yahi Boni et obtenir une décision de non-lieu. C'est regrettable d'autant plus que c'est celui-là qui a bénéficié des vertus d'une justice indépendante qui s'érige en bourreau de cette justice-là. Aucun magistrat à Cotonou n'a capitalisé 20 ans de service. Très bien. Vous faites bien de poser la question parce que vérité. Je compte de le dire. Attendez, je comptais vous poser la question. C'est moi l'invité. Oui, bien sûr. Mais je comptais vous poser une question. Non. Je me permets de parler sur la question de Vigile. Oui. Quelle est, votre compréhension de la question de l'inamobilité du juge? Puisque le président a donné sa compréhension hier. Même si vous m'écrivez des questions, je vais commencer par... Non, vous n'écrivez pas de questions. On en a suffisamment pour tenir. Non, je vais commencer par... Il y a longtemps quand même qu'on vous attendait. Je vais commencer par celle de Vigile. D'accord. Vigile dit, est-ce que c'est normal que des magistrats pendant 20 ans soient au même poste? Je dis, c'est une contre-vérité de dire que un magistrat à Cotonou est en train de faire 20 ans. Le plus ancien parmi nous à Cotonou n'a que 11 ans. Curieusement, c'est lui qui a été consulté par le garde des Sceaux pour être à Cotonou pendant des années encore, en tant que président du tribunal. C'est votre humble serviteur qui a demandé, lors des travaux de mutation des magistrats, d'intégrer la mobilité.
Parce qu'un magistrat qui reste au poste pendant longtemps devient un roi et il est connu de tout le monde. Surtout à Cotonou, il est connu des avocats et il ne peut plus convenablement dire le droit. Il faut qu'il accepte d'évoluer. Mais alors, où est le problème si vous avez fait cette proposition et que le président va dans ce sens? Un instant. Lorsque cette proposition a été faite, le CSM l'a récupérée et a intégré dans le tableau de bord d'affectation des magistrats, avec l'actuel garde des Sceaux, bien entendu, comme critère la mobilité, puisque l'INAMAB en a fait son cheval de bataille. La mobilité, 2 ans pour les paquetiers, 3 ans pour les juges. Et nous sommes allés loin au niveau du bureau exécutif de l'INAMAB pour demander que les postes soient soumis à appel à candidature entre magistrats. C'est que le garde des Sceaux a fini par entériner. Il a pris un arrêté dans ce sens. Et donc je ne vois pas où se pose le problème de la mobilité au point où le chef de l'État et son garde des Sceaux soient obligés de se retirer et pour sortir ce projet calamiteux qui porte atteinte dangereusement à un principe universellement consacré, le principe de l'indépendance du juge, dont l'un des corollaires est le principe de l'inamovibilité. Là, je ne vous suis pas très bien, Michel Adjaka. Vous avez dit que dans la commission, c'est vous qui avez fait cette proposition de la question de la mobilité. Pas du tout. Cette question n'a même pas été abordée en commission. La question de c'était résolu avant la commission. C'était résolu avant la commission. Bien entendu. Donc l'idée est venue de vous. Le président de la République le prend en compte et ça transparaît dans le projet. Ça devait vous réjouir, non? Non, on n'en a pas besoin. Oh, mais est-ce que c'est de figurer dans la Constitution que c'est un problème? C'est même pas, on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de mettre ça dans la Constitution. Dans la Constitution. Il y a la loi portant statut de la magistrature, il y a la loi qui régit le Conseil supérieur de la magistrature. Et pour gérer le personnel magistrat, vous n'êtes pas tenu, c'est la gestion des ressources humaines, vous n'êtes pas tenu d'être rigide. Parce que si vous êtes trop rigide, vous allez vous retrouver face à des situations où vous êtes obligé de violer vos propres règles. Tout ce qu'on applique en droit n'est pas écrit. Alors, si on parle de magistrats qui s'éternisent au tribunal de première instance de première classe de Cotonou, qui en font même un titre foncier, c'est parce qu'on vise des gens. Qui, par exemple vous... Bien sûr, moi je suis... Combien d'années vous êtes à Cotonou? Je suis venu à Cotonou, j'ai commencé à exercer en Cotonou en 2012. Ça me fait combien d'années? 5 ans. Mais j'ai été le magistrat... Vous n'êtes pas concerné? Vous n'avez pas non, j'ai été le magistrat le plus consulté par l'ensemble des gardes des Sceaux réunis. Il n'y a pas ces gardes des Sceaux qui n'ont pas cherché à déplacer le président de l'UNAMAB de Cotonou, tout simplement parce que c'est un homme gênant. Dès lors qu'il est dans la maison, il y a des velléités que des magistrats ne peuvent pas développer. Surtout que le président du bureau exécutif de l'UNAMAB est aujourd'hui membre du Conseil supérieur de la magistrature. Donc, il est devenu très gênant. Il faut le déplacer à tout prix. Tant qu'il est là, on ne peut pas tourner en rond. Puisque, si vous croyez à ces vertus de mobilité, vous ne pouvez pas consulter quelqu'un qui a déjà bouclé plus de 11 ans à Cotonou pour continuer pendant peut-être 5 ans encore. Donc, ils ne croient pas à ça. Leur souci est d'avoir une justice taillée sur mesure. Leur souci est d'avoir une justice qui leur donne raison contre le droit. C'est tout. Très bien. Alors, donc, pour vous résumer, si vous permettez, oui. Wilfried, le problème, c'est... Enfin, un problème, vous n'avez pas de problème avec le principe de la mobilité des magistrats et des juges, mais vous avez un problème avec le fait que cela figure dans la Constitution. Non seulement cela ne devrait pas figurer dans la Constitution, mais il y a l'argument qui est derrière. Titre foncier à Cotonou, qui fait s'éterniser à Cotonou. Lors des dernières nominations, le garde des Sceaux a réussi à déplacer plus de magistrats que n'importe quel garde des Sceaux dans l'histoire de la magistrature. Il a fait des affectations de plus de 130 magistrats, il en était fier. Hein? Ça vous a gêné, vous? Comment ça peut me gêner? Non, je voulais dire... Au-delà de la violation des règles que nous avons soulevées en son temps. S'il a réussi à déplacer les collègues ont été obligés de rejoindre leur poste. Il avait dit à mobilité. Beaucoup ont quitté Cotonou. Aujourd'hui, nous sommes en sous-nombre à Cotonou. Oui, on n'a pas l'effectif qu'il faut pour travailler. Mais ce que le garde des Sceaux souhaite... ces mouvements-là? Oui. Il y a des au paquet, les collègues, ils sont, je crois, environ 5. Ça ne fait pas, on ne peut pas tourner le paquet de Cotonou avec cet effectif-là. Au siège, nous manquons de juges parce que chaque jour, des collègues demandent à partir, demandent à quitter, demandent à aller ailleurs. Et c'est cela.
Donc, le souci du garde des Sceaux, c'est d'avoir des magistrats régimistes, des magistrats qui giclent. Et il ne peut en être autrement lorsque on est garde des Sceaux, on est avocat personnel du chef de l'État, et on a éventré l'agent judiciaire du Trésor et qu'on s'est accaparé des dossiers de l'État. Donc, il ne peut en être autrement. Très bien. C'est des affaires de cuisine interne à la justice que nous ne maîtrisons peut-être toujours pas, mais nous allons revenir au sujet qui nous préoccupe, Michel Ayaka, la constitution du 11 décembre 1990, une constitution fétiche, j'ai même envie de dire une constitution devenue vaudou, reste irréformable. Elle demeure en l'état, en tout cas pour le moment, avec ses vertus. Et surtout, avec le projet d'amendement introduit par le gouvernement n'a pas obtenu la majorité qualifiée nécessaire à sa recevabilité. Alors, quels sont les grands enseignements que vous tirez-vous de cette issue pour avoir clairement pris parti dans ce débat? Il faut retenir simplement que le chef de l'État a échoué parce qu'il n'a pas su régler, il n'a pas su résoudre l'équation de la méthode. Notre constitution, contrairement à ce que vous venez de dire, ce n'est pas une constitution déifiée, encore moins une constitution vénérée. C'est une constitution qui peut être révisée, elle est révisable. Et la plupart de ceux que vous qualifiez d'anti-révisionnistes, c'est là le mot que vous avez utilisé. Ça vous gêne? Beaucoup, non, du tout. C'est trop fort parce que nous n'avons jamais dit que nous sommes catégoriquement contre la révision de la Constitution. Mais les faits parlent pour vous. Non. Tout le monde est venu nous dire ici, nous ne sommes pas contre, mais on pose des actes pour montrer qu'on est contre, puisque vous n'avez même pas permis le débat sur la révision de la Constitution. Pourquoi vous voulez que le débat ait lieu? Ah, d'accord. Donc, vous n'avez même pas permis le débat, mais vous n'êtes pas contre la révision. La méthode n'ouvre pas le débat. Ah, d'accord. Chez les juristes, la méthode emporte le fond. La procédure emporte le fond. Voilà une commission que le chef de l'État a installée le 6 mai 2016. Commission à laquelle il a conféré, à travers l'article 2, instituant la dite commission, les pleins pouvoirs de passer en revue ses propres propositions de campagne, de voir ce qui est pertinent, qui peut être retenu, de compléter d'autres propositions pertinentes qui conforteraient le système démocratique, le système partisan de notre pays. L'article 2 va plus loin en donnant à cette commission le pouvoir de proposer un avant-projet de constitution. Ce qui n'a jamais été fait. Ce qui n'a jamais été fait. Merci, monsieur Vigil. Pourquoi? Au-delà de l'avant-projet de constitution, nous avons reçu mandat du président de la République de rédiger les avant-projets de loi infraconstitutionnels. C'est-à-dire les textes qui auraient été impactés par la réforme constitutionnelle. Vous avez demandé pourquoi. Vous avez vu le chef de l'État, il évolue beaucoup, très rapidement. Dans un premier temps, il a dit qu'il ferait un mandat unique. Après, il ne ferait pas un mandat unique et il avisera le même président. Il a dit qu'il ne ferait pas un mandat unique. Il a dit qu'il avisera. Oui. Et donc... ça veut dire qu'il fera un second mandat. On verra ce qu'on verra. C'est ce que ça veut dire. Non, mais attendez. En français, ça veut dire qu'il fera un second mandat. Toutes les ouvertures sont... Il est tenté par un second mandat. D'accord. Il dit qu'il n'est pas hostile. Mais ça ne veut pas dire déjà qu'il veut faire le second mandat. Non, il dit qu'il n'est pas hostile au second mandat. Et qu'il n'est pas... Il n'est pas gêné par la fonction présidentielle. Il n'a pas d'aversion pour la fonction. Il n'a pas d'aversion pour la fonction. Il est en train de prendre goût, petitement, à la fonction présidentielle. Il faut comprendre qu'il a évolué, et positivement. Parce que aucune étude n'a révélé, n'a diagnostiqué comme problème le mandat de 5 ans renouvelable une fois. Bon, voilà, il s'est conformé à vos desiderata. Maintenant, il revient sur la même ligne que vous. Donc, vous auriez souhaité qu'il fasse 2 mandats. Donc, et puis, voilà, il est d'accord avec vous maintenant. Non, mais par rapport à la question à rappeler que le 1er août 2016 allait prendre les enregistrements. Il a dit que, quel que soit l'issue donc, de ce qu'il propose, ben, lui, il partira. Non, je suis en train de vous demander. Avancez. Non, je voulais en train de vous demander l'évolution de la parole présidentielle.
Dans le premier temps, le chef de l'État... Mais là, on s'écarte de ma question quand même. Hein, parce je voulais qu'on parle des grands enseignements du vote des députés. Et je parle de l'équation de la méthode. D'accord. L'équation de la méthode. Oui, parce que là, vous parlez maintenant de l'évolution de la parole présidentielle. C'est pour aboutir, c'est d'accord. C'est ça pour montrer que allons-y. Tout ça là, toute l'évolution de la parole présidentielle a contribué à l'échec du projet. D'accord. Dans le premier temps, le chef de l'État dit, je vais au référendum. Après le référendum, je vais à l'Assemblée nationale. On a trouvé que cette méthode est irrationnelle. Il doit faire l'étape du Parlement, l'étape de la recevabilité. Après la recevabilité, vu l'ampleur, la teneur des réformes, il doit consulter le peuple par référendum. Mais avant d'atterrir à l'Assemblée nationale, il faut soumettre le projet au consensus national. Et là, au niveau de la commission, on nous a empêché de rédiger l'avant-projet de constitution. On vous a empêché, vous dites. On nous a conduit carrément. Donc on a déposé en catastrophe le rapport. On a pris le rapport, on l'a carrément éjecté. On a commis 2 experts dirigés par le garde des Sceaux pour rédiger ce que nous avons tous déploré. À partir de cet instant, les communications que le chef de l'État a voulu bien qualifier d'intoxication ont commencé. Et le peuple a compris qu'il y a un danger dans la République. Les députés, contrairement à leur méthode de travail, qui consiste dans un premier temps à faire l'appropriation des textes qui leur paraissent obscurs, ont choisi la méthode d'aller consulter leur base pour revenir dire ce qu'ils n'ont pas entendu et passer au vote malgré l'irrecevabilité congénitale du projet. Finalement, vous en tirez quelle leçon? On a trouvé 22 anges pour délivrer le peuple béninois et éjecter ce projet-là. Et je remercie ces anges-là. Alors voilà, c'est très bien, vous célébrez ces 22 députés ayant voté contre le projet comme les anges sauveurs de la démocratie, et tous les autres sont stigmatisés comme des démons corrompus prédateurs de notre vivre ensemble. Donc vous êtes de ceux qui défendent cette idée-là. Moi, je ne suis pas de ceux-là qui estiment que les 60 autres députés sont des démons. Vous savez, qu'est-ce qu'ils sont? C'est mi-ange, mi-démon. Parmi eux, il y en avait qui étaient de bonne foi. D'accord. Qui ont estimé que, vu la dangerosité du projet, il était nécessaire de l'amener à l'abattoir pour véritablement le toiletter. Il y en a qui pensaient que le projet est si dangereux qu'il faut l'amener à l'amendement. Mais malheureusement, ils n'ont pas su opérer la recevabilité. La recevabilité de ce document n'est pas acquise. D'accord. Alors, Michel Ayaka, dans ce débat qui est suspendu pour le moment, ou peut-être définitivement, à en croire ce que le chef de l'État a dit hier, j'ai eu la chance de lire certains de vos posts où vous semblez reprocher au projet du gouvernement le peu de pouvoir qu'il octroie aux magistrats, ou le moins de pouvoir, enfin, le trop de pouvoir qu'il leur arrache, si je m'exprime bien. Mais quand on observe que du pouvoir que vous détenez déjà, vous donnez l'impression d'abuser, vos autres magistrats, ceux qui craignent de vous donner trop de pouvoir n'ont-ils pas quelque part raison? En quoi s'explique l'abus? L'abus, Michel Ayaka, c'est d'observer que les pouvoirs que vous avez, les magistrats que nous avons avec l'UNAMAB, pour un oui ou pour un non, par exemple, je cite un exemple comme ça, point oui ou point non, l'UNAMAB entre en grève. Mais... Et sur le cas d'espèce, je voudrais, puisque vous êtes là, que vous m'expliquez franchement, quelle est la logique qui sous-tend une grève que vous déclenchez pour littéralement empêcher les députés d'opiner sur un projet de loi et donc d'exercer leurs prérogatives constitutionnelles. Merci, monsieur. C'est quelle est la logique qui sous-tend la dernière grève de l'UNAMAB? Enfin, personnellement, je n'ai pas compris. Et puisque vous êtes là, je voudrais comprendre. Vous posez plusieurs questions à la fois sans vous en rendre compte. D'accord. Faites la synthèse et répondez. Faites la synthèse et répondez. C'est l'expression d'avoir accumulé trop de questions concernant Michel Ayaka. Alors, qu'est-ce qui est... On estime que les magistrats abusent de leur pouvoir. Partons de là. Les magistrats dans la République sont les rares fonctionnaires de l'État ou agents publics
qui ont une responsabilité rigoureuse. Déjà, nous ne sommes pas nombreux, mais c'est dans nos rangs qu'il y a plus de radiation. Vous êtes combien? Ah bon? Vous en avez compté combien ces dernières années? Oui, mais la dernière radiation en date, c'est sous le président Yahya Boni en 2015. C'est vraiment ce qui est connu. C'est vraiment ce qui est connu. Dans le dossier dit des frais de justice criminelle, nous avons 25 magistrats qui ont été radiés. C'était une première et cela remonte bien loin déjà. Bien loin déjà, 2003. C'est passé loin. Non, c'est pas 2003. La radiation est intervenue, je crois, autour des années 2012-2011. Ça, le processus a abouti. Voilà. Cela, aujourd'hui, empêche les juridictions de fonctionner convenablement. Au même moment, les financiers qui avaient été poursuivis au même titre que le magistrats, ils ont repris service et ont été admis à faire valoir leur droit à la retraite. Donc l'abus du magistrat est encadré par sa responsabilité qui est très lourde. Le CSM, le Conseil supérieur de la magistrature, ne fait pas de cadeau aux magistrats. Cela étant dit, je ne comprends pas que ce soit sous le président Patrice Talon qu'on parle d'abus du pouvoir de magistrat. Je peux comprendre que tout autre citoyen béninois embouche cette trompette, mais je ne peux pas comprendre que ce soit le président actuel. Le président dit que vous abusez de vos pouvoirs. Mais ce que vous dites là, c'est de l'écurie présidentielle. Ah oui? Que, oui, vous ne faites que relayer cela. Parce que cela n'est étayé par aucune preuve. C'est des affirmations de cette nature-là que nous avons. Alors, qu'est-ce qui nous gêne au point de déclencher un mouvement de grève? L'inamovibilité, tel que c'est réglé quand vous prenez toutes les constitutions du monde, même les pays les plus hostiles au droit n'ont pas été aussi criminels envers le principe de l'inamovibilité. Ensuite, on dit lorsque le magistrat fait l'objet de poursuites, au niveau du CSM, on va réduire, nous sommes déjà à 12 au CSM, on va réduire ce nombre-là et il sera jugé en présence des représentants du gouvernement. Autrement dit, le chef de l'État ne veut plus être président du Conseil supérieur de la magistrature, mais son départ sera comblé, renforcé par un envahissement, une invasion de représentants du gouvernement. Autrement dit, le CSM sera plus que jamais politisé. Troisième grief, le président de la République, à travers son projet, s'est octroyé l'immunité des détentions et des gardes à vue. Il en a donné à ses ministres en fonction. Et ceux qui ne seraient plus membres du gouvernement. Il en a également attribué aux députés. Mais on ne comprend pas. En fonction. Est-ce que vous trouvez normal qu'un ministre en fonction soit mis en garde à vue? Mais j'espère que monsieur Adoum, vous n'avez pas voyagé. Non, j'étais là. Vous n'avez pas été en exil aussi. Je pose la question. Non, vous n'avez pas été en exil. Je sais à quoi vous faites allusion, monsieur Michel Ayaka, mais je pose la question de savoir, est-ce que vous trouvez que c'est normal? Moi, je n'ai pas de sujet tabou. D'accord. Il n'y a pas de sujet tabou. On a gardé à vue l'ancien ministre Arras Oglele dans ce pays. On a gardé à vue le ministre Zizinoué. On a gardé à vue le ministre Soso Guntor. Donc c'est le premier exemple que vous prenez, Arras Oglele, il était ministre de l'Environnement à l'époque. Oui. On l'a gardé en vue 72 heures. Il a été gardé à la brigade économique et financière. Oui. Et puis il sort de là. Il retrouve son poste. Vous trouvez que ça c'est normal dans une république qu'on garde un ministre qui est en fonction, qu'on le garde à vue, et il sort de la garde à vue et il retrouve son poste? Est-ce que c'est convenable? Mais le fait de retrouver son poste imputable à qui? Non, mais attendez, je pose la question, est-ce que c'est convenable? On peut même le sortir de prison, le chef de l'État va le récupérer, le nommer. D'accord. Donc, je ne vois pas où se trouve le problème. Nous avons fait ce que nous avons à faire, en le gardant à vue. Nous avons un obstacle dirimant, un obstacle juridique insurmontable, érigé comme un mur infranchissable. L'autorisation de poursuite par l'Assemblée nationale, la mise en accusation aux 2 tiers et par la suite la haute cour de justice. D'accord. Au niveau de la commission des réformes, après analyse de ce passé gênant, de ce passé
passé promoteur de la corruption. La sous-commission dédiée aux réformes judiciaires, que j'ai eu l'insigne honneur de présider, a proposé que le ministre désormais fasse l'objet de poursuites comme tout citoyen de droit commun. Pourquoi? Tout simplement parce que les complices de ces ministres que nous avons cités ont fait la prison. Au même moment où ces complices auditionnés et interrogés par le juge d'instruction désignent, visiblement, le ministre, vous n'êtes pas en mesure, juge, d'écouter le ministre. Donc il y a un traitement inéquitable. L'inégalité des citoyens devant la loi, ce n'est pas normal. Très bien. Non, ce n'est pas normal. On n'a pas fini. D'accord. Allez-y rapidement, on va changer de sujet. Le danger de ce que le chef de l'État propose, c'est que le temps de l'instruction, les gens ont déjà pris leurs jambes à leur cou, ils ont disparu. Là, il est trouvé où? Les gens, il y en a qui sont professionnels de la fuite dans ce pays. Ils vont fuir. Et c'est pas bizarre que ce soit un avocat personnel du chef de l'État qui nous propose cela. D'accord. Donc c'est une mesure pour favoriser la fuite des corrompus. Okay. Un corrompu ne peut pas recevoir meilleur traitement qu'un voleur de moutons. Très bien. Michel Ayaka, on ne va pas refaire le débat sur ce projet qui est déjà... Non, ils vont faire le débat. Non, c'est pas utile. Pour désintoxiquer et déparasiter nos compatriotes. Oui, d'accord. Mais ils le sont déjà, puisque le débat a été vidé. On l'a fait un mois dans ce studio. Ce projet a été rejeté. Pour moi, journaliste, ça ne fait plus l'actualité. Non, vous avez cherché à savoir pourquoi. Oui, d'accord. Nous avons déclenché un mouvement de grève. Très bien. Parce que... Vous êtes déjà servi? Oui. Suffisamment déjà? Vous avez donné des éléments. Mais ce que je ne comprends pas, Michel Ayaka, c'est que l'idée de la grève même de l'INAMAB, vous n'avez pas expliqué. Vous expliquez pourquoi. Oui. Vous allez en grève, l'objectif c'était quoi? C'est d'abord la question qui me trotte dans la tête depuis. Le gouvernement a transmis son projet à l'Assemblée nationale. Votre grève est dirigée contre qui? Le gouvernement ou les députés à l'Assemblée nationale? Monsieur Adon, vous êtes un journaliste de métier. Hein? Oui, bien sûr. Je m'étonne. Pourquoi vous vous étonnez? Je vous pose des questions, expliquez-nous. Que vous n'avez pas lu la motion de grève. Non, notre grève demandait simplement au gouvernement de retirer son projet calamiteux de l'Assemblée nationale, son projet désastreux de l'Assemblée nationale, pour se conformer aux résolutions de la commission des réformes, commission dans laquelle on a englouti des millions, des centaines de millions, et on demandait déjà au chef de l'État de tenir parole, de respecter son projet de société. Parce que le seul contrat qui lie véritablement le chef de l'État au peuple, c'est son projet de société. Donc, qu'est-ce qu'on son projet de société parlait de la révision de la Constitution. Son projet de société parlait de la révision de la Constitution. D'accord. Écoutez, et il a essayé, le peuple a dit, niet, j'ai faim. Donc, il a compris le message. Vous faites partie surtout de ceux qui ont défendu cet argument que je trouve quand même curieux. Et donc, le peuple a faim. Donc, quand le peuple a faim, on ne réforme pas. C'est pas moi qui ai cassé les gens. Non, c'est une question que je vous pose. Quand le peuple a faim, on ne réforme pas. Non, c'est pas moi qui ai cassé les gens. C'est moi qui ai instauré une régime avançons. Qui dissimule la faim, qui partage la misère. Avançons. C'est pas moi. Avançons. Au lieu de distribuer la richesse, on distribue la faim, on distribue le malheur. Avançons. Il y a eu ma réponse. Donc, au niveau de l'Assemblée générale de l'Union nationale des magistrats du Bénin, nous avons été tellement consternés que finalement, on n'aura plus de citoyens impliqués dans le fait de corruption. Alors, quand je parle d'abus, Michel Ayaka, je viens. Imaginez que tous les corps de métier dont les amendements portés par le gouvernement ont touché le fonctionnement, on ne sait pas trop quoi, se mettent en grève. Mais est-ce qu'on ne va pas friser l'anarchie? Est-ce que vous ne pouvez pas savoir que cela était mon souhait? Ah, c'était l'anarchie? Non, ce n'est pas l'anarchie. La grève générale. Mais pourquoi pas? D'accord. Pourquoi pas? Quand vous avez un président de la République qui ne veut écouter personne, qui dit qu'il veut discuter avec les députés. Mais qu'est-ce qui gêne dans ce qu'on lui a proposé au niveau de la commission de réforme? C'est seulement le mandat unique. Si on sortait le mandat unique des propositions de la commission de réforme, tout passait. Sans aucune difficulté. J'espère que vous avez souvenance qu'au sorti de cette commission, aucun membre n'a remis en cause les résultats. La parole est devenue libre à partir du moment où le mois de mars est devenu mois de révision de la Constitution et qu'on a demandé la révision au forceps, la révision à vive allure,
la révision en session extraordinaire et en procédure d'urgence. Tout le monde a compris qu'on veut assommer le peuple. Mais pas fini, on a tout compris. On a compris que la révision était un prétexte pour travailler à un second mandat. La révision était un prétexte pour remettre en selle le programme de vérification des importations nouvelle génération. Ce que vous dites, en fait, de la révision, ce que vous dites, Papa Salon n'en voulait pas très cohérent, Michel Adjaka. Si le mandat unique avait été voté, comment le président allait-il faire un second mandat? Non, mais il savait qu'il n'allait pas y arriver. Ah bon? Vu la méthode adoptée. Déjà, au niveau de la commission des réformes, il y a des gens qui ont réservé la parole libre. Qui ont dit, si on ne faisait pas conformément à l'économie des débats, ils allaient prendre la parole pour expliquer à ce peuple ce qui est indiqué, ce qui est intéressant. Ben, ils l'ont fait largement. Mais ils l'ont fait abondamment. Bon, Vigile. Non, je demandais donc... Un instant, Vigile. Oui. Donc pour nous, au niveau de la magistrature, ce projet vise à consacrer un déni du pouvoir de juger certaines personnes dans la République. Ce qui n'est pas concevable et acceptable. Alors, dans un pays démocratique, on travaille à l'élimination des privilèges. Je sais, Michel Adjaka, que vous avez des griefs qui ressemblent à l'Himalaya contre ce projet, mais malgré votre grève, parce que cette grève, moi, m'a posé un problème, et je reviens dessus, malgré votre grève, c'est pas l'UMABAN qui finalement a réglé le problème, c'est les députés qui ont finalement voté. Ou bien c'est vous qui les avez fait voter? Tout est cohérent. Ah, c'est cohérent. Quand on parle de rapport de force, vous ne pouvez pas savoir. Donc c'est votre grève qui a finalement orienté les députés dans ce sens. Mais il y a un rapport de force qui a été instauré. Il y a un rapport de force. Nous avons sonné la mobilisation. Et quand la touche est sur l'esplanade de l'Assemblée nationale, quelque chose de grave se passe toujours. Ah bon? La touche ne sort pas comme ça. Donc la touche, c'est un fétiche? C'est plus qu'un fétiche. D'accord. Quand vous la voyez vent debout contre l'Assemblée nationale, il faut savoir que quelque chose allait se passer. D'accord. Notre marche, c'est au soir de notre marche. Je crois que nous avions marché le 27 mars 2017 contre l'Assemblée nationale. Le soir même, le ministre de la Défense, qui n'est pas n'importe qui, dans l'écurie présidentielle, a déposé sa démission. Donc c'est vous qui avez motivé sa démission? Non, ça peut être innocent, anodin, mais pour un combattant comme moi, il faut célébrer cette coïncidence. Donc, au niveau de l'aspect structure présidentielle, nous avons réussi à frapper fort. Au-delà de cela, vous avez observé, à RFI, toutes les radios internationales se sont intéressées à la situation du Bénin. Tout le monde a compris que le président de la République a voulu militariser, muscler ses prérogatives, et il a été surpris par les magistrats. Très bien. Mais Michel Adjaka, dans ce débat qui s'est achevé, l'une des constances auxquelles on a assisté, qu'on a noté, c'est que ceux qui émettaient des avis, et surtout les spécialistes du droit, dont certains tenaient des positions beaucoup plus, à mon avis, politiques que techniques, se sont comportés comme si la Cour constitutionnelle, elle aussi, serait indigne de confiance, puisqu'il n'accorde pas un gramme aux députés. Est-ce que vous comptez parmi ceux qui pensent que la haute juridiction serait indigne de confiance? Monsieur Adnou, si la Cour constitutionnelle avait été saisie, peut-être que nous aurions déposé les armes. Mais avant qu'on soit au niveau de la Cour constitutionnelle, il faut mener le combat palier par palier. Nous ne sommes pas encore au niveau de la Cour constitutionnelle. Et nous n'avons jamais dénié aux députés leur pouvoir de faire des amendements. Qu'est-ce que vous leur déniez? Non, rien du tout. Nous avons simplement dit au peuple béninois nos griefs, partager nos griefs contre ce projet. Et finalement, le peuple a compris, s'est mobilisé pour défendre sa constitution. Quand vous le dites, le peuple a compris, s'est mobilisé. Est-ce que c'est le peuple de Cotonou qui s'est mobilisé contre le projet ou c'est tout le peuple du Bénin? Les députés qui sont allés au nord, qui sont venus du nord, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Qu'ils ne peuvent pas trahir leurs électeurs. Donc dans les tréfonds, dans les coins les plus reculés de notre pays, le message
a été bien perçu. Le message a été bien compris. Qu'il faut barrer la route à cette révision intéressée, personnalisée et opportuniste. Alors, Michel Adjaka, est-ce que finalement, les motivations de ce vote, parce que c'est normal, vous en glorifiez, c'est la lutte de l'UNAMAB qui a donné ce résultat, c'est bien normal, mais est-ce que les motivations du vote ne sont pas ailleurs, n'est-ce pas plus un vote d'émotion que de raison, un vote qui, comme certains le disent, cache de petits jeux politiciens teintés de règlements de compte sur fond de billets de banque? Merci, M. Adou. Je ne suis pas dans l'économie de distribution des billets de banque. Non, ça on va en parler. Il y a une partie réservée. On va parler. Vous êtes très à cheval sur cette question-là. On va parler des billets de banque, ceux qui ont fait la nuit, ceux qui ont obligé les députés à aller vers leur base. Vous savez, la méthode même au niveau de l'Assemblée nationale me paraît suspecte. Voilà un document qui arrive. Les députés n'ont pas demandé aux techniciens de venir partager leur lecture avec eux. Et contre toute attente, alors que la commission des lois statuait sur la recevabilité du projet, les députés sont déjà allés en campagne. En campagne, vous avez dit? Oui. Où est-ce qu'ils ont trouvé les moyens? Est-ce qu'ils ont l'habitude de prendre l'avis de nos compatriotes avant de statuer sur les documents à eux? C'est pas vous qui avez dit que la Constitution n'est pas une loi ordinaire et qu'on devrait lui réserver un traitement particulier, Michel Adjaka? Un traitement particulier ne veut pas dire traitement illégal. Parce que tel qu'ils se sont comportés, c'est comme si ils avaient un mandat impératif. C'est-à-dire qu'ils voulaient que leur conduite soit dictée par leur électorat. C'est indigne de notre démocratie. Et cela est suspect. Parce qu'ils ont trouvé les moyens. S'ils avaient organisé un séminaire pour comprendre les différentes récriminations contre le projet, cela se comprendrait. Je soupçonne qu'ils n'ont pas compris eux-mêmes le document. Si on a le temps, on a le temps, je vais expliquer le danger qui a fait consacrer un mandat unique. Un système partisan tel que vous êtes venu là. Ce débat est vidé. Non. Le débat est vidé, Michel Adjaka. Je vais vous expliquer. C'est désormais un débat sans intérêt. Ce n'est pas sans intérêt. Oui, puisque le président a dit hier que la révision de la commission s'est terminée. Le fait d'avoir proposé cela est dangereux. Je vais vous expliquer pourquoi on dit mandat unique, harmonisation des mandats électifs et réforme du système partisan. Pourquoi? Mais c'est juste pour avoir un parti unique. C'est pas plus compliqué que ça. Un parti unique? Oui. C'est possible dans ce pays-là? C'est ce que les gens veulent faire. J'ai fait une démonstration sur le système partisan. Bon, on n'aura pas assez le temps pour le faire. Alors, Michel Adjaka, ce vote au Parlement aura été le fruit de l'affairisme politique déglingué qui se serait emparé de notre Parlement. L'argent aurait forger la conviction de certains députés et occasionner le revirement incompréhensible d'autres. Je voudrais à cet effet revenir sur un coup extrait de la justification de vote un peu particulière de Rosine Soglo, doyenne d'âge du Parlement, qui, dans l'une de ses tonitruantes envolées, a lâché, je cite, « Votre libre arbitre a été altéré par l'achat massif de notre conscience. » Et je comprends que c'est cela qui a pris le dessus. Les quelques millions que nous avons reçus ont pris le dessus sur tout le reste. Car moi aussi, j'ai reçu de l'argent. Tout le monde ici et vous n'allez pas me dire le contraire. Fin de citation. Quel commentaire vous inspire ces propos? Non, je salue la sagesse de Mémé Rosine Soglo. C'est une dame d'honneur, c'est une dame d'engagement, c'est une dame qui est aux côtés du peuple. Les défenseurs de ce projet se sont fait piéger. Prenons déjà l'âge de notre Mémé nationale. Et si vous prenez le risque d'aller... Il y a des femmes qui sont plus âgées qu'elle. Oui, j'ai dit, elle a été première dame. Elle a été première dame. Arrêtons un peu ça. Arrêtons un peu ça. Allons-y. Vous me volez des minutes. Non, on a le temps. Bon, on a le temps. Les gens ont eu le courage de l'approcher. Au moins, en ce qui la concerne, c'est un aveu. D'accord? On peut se douter, les autres peuvent opter pour la dénégation absolue. Mais en ce qui la concerne, c'est un aveu. Dans un premier temps, au sujet de votre, en tout cas de l'examen en session extraordinaire et en procédure d'urgence de ce document, elle a déjà donné son point de vue.
elle ne veut pas d'une révision à vive-allure, au forceps. Elle l'a dit. Au niveau de la commission des lois, contre toute attente, elle a voté pour la recevabilité. Donc les gens ont compris qu'elle a changé de fusil d'épaule. Et ils se sont fait piéger. Comment vous l'avez expliqué ça? Mais je ne sais pas. Mais c'est pour au moins se faire compter parmi les 63 députés. Elle a été enrôlée. Donc, et elle a été traitée comme ses collègues députés. Soignée correctement. Et à l'hémicycle, elle a retrouvé l'énergie et son naturel pour les dénoncer. Parce qu'elle a été surprise par la lutte des débats. Les gens peuvent dire, oui, bon, nous allons voter, mais oui, bon. J'ai dit, le projet n'est pas en l'état recevable. Je suis juriste, je suis magistrat. Parce que la recevabilité de ce document n'est pas acquise. Parce que si vous, au niveau de la commission des lois, il y a tout de même le mandat unique qui viole l'article 6 de la loi organique portant recours au référendum. Apparemment, Michel Adjaka ne guérit pas des griefs qu'il a contre. Non, parce que quand il fait 2 phrases, il revient dessus. Bon, on va évoluer, Michel Adjaka. Franchement, pour moi, ce débat est éculé. Il ne sert plus à rien. La révision mais parlons classée. Donc, parlons des conséquences. Des conséquences de ce vote. Voilà. Alors, ce acte dénoncé par Roselyne Vieira-Soglo, pour un magistrat que vous êtes, ça devrait rester sans suite? Vous allez trop vite, Vigile. Vous allez trop vite. Ça, c'est le dernier pan de l'aspect que je voudrais aborder avec lui. Parce que le premier pan, alors. Allons-y. Le premier pan, c'est quoi? On vous a compris. Hein. Là, vous faites partie de ceux qui soutiennent et tiennent les propos de Mme Roselyne Soglo pour parole d'évangile. Vous semblez savoir beaucoup de choses sur le sujet. Apparemment, c'est logique, vous êtes magistrat. Par exemple... Vous risquez aussi des questions. Non. Qui est le guichet automatique? Vous savez peut-être le lieu où le montant des transactions qui ont été effectuées, qui a servi d'intermédiaire entre les députés, entre les corrupteurs et les corrompus, combien chacun a reçu. Enfin, il y a une idée de tout ça? C'est un mécato. Un transfert de conscience. Beaucoup d'argent, vous voulez? Oui, un mécato. Informez-nous. Ce serait une occasion loupée que d'avoir un magistrat du rang de Michel Adjaka dans notre studio sans avoir quand même ces éléments que personne n'a encore dans le pays. Les députés sont allés contre toute attente travailler, mobiliser leur base. Cela n'a pas provoqué en vous un questionnement? Ce n'est que des soupçons. Ok. Nous travaillons sur la base des soupçons. C'est à partir des soupçons que nous accouchons la vérité. D'accord. Et dans ce dossier de trafic de conscience à l'Assemblée nationale, je veux que le peuple béninois soit édifié. Non pas forcément pour déboucher sur des condamnations, mais simplement pour permettre au peuple de jouir de son droit à la vérité, de son droit à l'information. Qui a acheté qui? À quel montant on a acheté les gens? Qui sont les intermédiaires? Parle de l'immunité parlementaire. Peut-être que la transaction a eu lieu avant le Parlement. Donnez-nous l'occasion. Et moi, pourquoi j'ai appelé l'attention des collègues du parquet de Porto-Novo de se saisir de ce dossier. Michel Adjaka, procureur près du tribunal de première instance, de première classe de Porto-Novo, écouterait l'ancienne première dame. C'est curieux quand même. À tout le moins, je l'écouterai. D'accord, c'est curieux. Advienne que pourra. Très bien, c'est curieux quand même parce que à vous écouter, vous donnez foi intégrale à ces propos que nous avons entendus, mais de la part d'un magistrat, faire foi aussi facilement aux propos d'un personnage sans doute respectable, mais d'un âge assez avancé, et pour qui on pourrait quand même nourrir pour les propos que nous avons entendus là, tout au moins une once de doute, Michel Adjaka, mais vous n'avez pas la moindre once de doute, vous prenez ça pour parole comptant, et c'est la vérité intégrale. Je n'ai condamné personne. Si j'avais pris cela pas encore. On n'est pas encore pris. Je n'ai pas pris de réquisitoire. D'accord. J'ai soif de savoir. Et je me suis interrogé. Comment en est-on arrivé là? Pourquoi hier, vos confrères qui ont reçu le président de la République ont esquivé cette question lancinante, cette question intéressante pour le peuple béninois? Pourquoi les députés sont pas ici pour répondre. Pourquoi les députés recevraient-ils de l'espèce sonnante et trébuchante? Pourquoi pas de l'espèce renversante, pour
réviser la Constitution, pour immoler notre Constitution. Oui. Vous pensez que l'escape de la question a été orchestré normalement avant l'émission même hier? Une émission de cette envergure doit épouser l'actualité. Et l'une des questions majeures de l'actualité, c'est cette transaction. Puisque les chaînes internationales en ont parlé. Il faut donc sanctifier le Parlement en mettant la lumière sur cette affaire. Il faut exorciser le Parlement en mettant la lumière sur cette affaire. Le démon est glissé. C'est pas Mme Rosine Soglo qui a parlé des télécommandes vertueuses, non vertueuses. C'est le président de l'Assemblée. C'est le premier des députés. Elle a tenu des propos, elle a fait des accusations. Mais l'âge du président de l'Assemblée nationale aussi est incriminé. Parce que vous avez incriminé l'âge de Mme Viera Soglo. Non, je n'incrimine pas son âge. Pourquoi doit-on prendre Non, j'ai une autre question, Michel Adjaka. Comment pouvez-vous être si sûr du camp dans lequel l'argent a été distribué? Parce que vous semblez prendre position pour un camp. Comment pouvez-vous être sûr du camp dans lequel l'argent a été distribué quand notre seule source n'a même pas vu de ses yeux, vu comme on le dit, le guichet automatique, quand vous n'avez pas fait d'enquête, me semble-t-il encore, parce que vous souhaiteriez que votre confrère de Porto-Novo s'en occupe. Sinon, quels sont les éléments qui autorisent les allégations que vous faites? Quelle allégation? Moi, je voudrais... Oui, parce que vous êtes tellement sûr que on a distribué de l'argent à tout le monde. Madame Rosine Soglo dit tout le monde ici a reçu de l'argent. Mais il se fait qu'elle ne voit pas. C'est une vérité, c'est de la palisse, elle ne voit pas. Alors à partir du moment où on ne voit pas, comment peut-elle être aussi sûre que tout le monde a reçu de l'argent? Ça ne vous a pas arrêté. Est-ce qu'elle n'est pas présidente de groupe parlementaire? Ah bon, c'est dans les groupes parlementaires qu'on distribue? Non, est-ce qu'elle ne participe pas aux réunions de la conférence des présidents? Ah donc c'est là-bas ça se distribue. Vous passez. Moi, non, vous avez l'impression que. Non, je voudrais que vous me renseignez. Vous êtes étranger au couloir de l'Assemblée nationale. Ah non, j'ai jamais couvert le Parlement. Bon, j'ai pas eu ce privilège. C'est les vigiles qui couvrent. Oui, il en sait. Oui, je ne suis pas un journaliste parlementaire. Donc voilà. Donc vous posez des questions d'un non-journaliste parlementaire. Tout à fait. Vous avez l'excuse de poser ces questions-là. Tous les Béninois ne sont pas à l'Assemblée nationale. Et c'est pour eux que je vous pose des questions. Les Béninois ont compris. Ah, ils ont compris. Ils ont compris la manœuvre, ils ont compris ce qui a dû se passer. Le camp. Le camp. On peut écouter Mme Rosine Soglo qui va nous dire que le camp c'est elle, c'est les 22, c'est les 62, c'est l'abstentionniste. Il y a 3 camps là maintenant. Enfin, deux, résumons à 2. Non, 3 camps. Résumons à 2 clairement parce que l'abstentionniste a fait la même chose que ceux qui ont dit non. Donc, personne n'est dupe. Personne n'est dupe. Alors, allons-y. Aurait-on tort, à votre avis, Michel Adjaka, aurait-on tort de penser que le projet, par exemple, enfin, chacun pose ces questions. Est-ce qu'on aurait tort de penser à ça? On peut aussi se poser la question de savoir, est-ce qu'il n'y a pas de doublon? C'est-à-dire que est-ce que les gens n'ont pas reçu 2 fois? Tous les camps. Ah oui, c'est bien possible. C'est bien possible. Il y a des questions. Ah mais ça, je n'y avais pas pensé. Des questions qui taraudent. Oui, mais mettons-nous à la fin du jeu. Oui. Si c'est finalement tous les 83 députés, mettons, qui sont corrompus, on fait quoi? Qui ont pris de part et d'autre, par exemple. Oui. Non, selon les sources. Non, mais vous voyez que est-ce que la justice irait jusqu'à prendre les 83 députés? Non. C'est le meilleur qui soit souhaité, non? La justice fasse son travail jusqu'au bout. Qui a pris un franc soit puni aussi. C'est mon souhait, à moi. Ça ne me gêne pas du tout. Parce que je suis magistrat. Si c'était un magistrat, j'ai posé la question quelque part. Et dit par rapport à un dossier aussi majeur qui engage la vie de toute une nation, qui engage la vie de ceux qui aujourd'hui sont là, la vie de nos enfants, la vie de nos arrière-enfants. S'il y a des gens qui ont eu le courage, en tout cas, de se faire acheter, est-ce qu'on ne peut pas aussi avoir le courage opposé d'aller plus loin, aussi loin que possible avec eux? Parce que c'est trop facile ça. Si c'est des magistrats qui avaient opéré de cette manière, mais vous aurez trouvé des députés, les renvoyer dans les cordes. Le président de la République dit oui, c'est des ripoux, c'est des gens à vomir, c'est des gens qui ne sont pas dignes de la République. Sur Yahi Boni, il disait dire ça. Mais le discours de Yahi, à plusieurs reprises, le corps des magistrats est encore corrompu. Le discours du président Yahi Boni, de l'ancien président Yahi Boni, a l'avantage de tout révéler, d'être sincère. C'est-à-dire que Yahi, quand il se fâche contre les magistrats, il dit tout. Mais ici, même si on ne dit pas tout, vous allez constater les actes.
c'est plus dangereux. En quoi c'est dangereux? C'est deux méthodes différentes? Non, c'est dangereux. C'est dangereux. Il y a une pantalon. C'est dangereux. C'est dangereux en ceci que de grandes personnalités ont fait la garde à vue dans ce pays. Et voilà, des gens qui subitement trouvent que non, on ne peut pas les mettre en garde à vue. Ils sont des super privilégiés, des justiciables super privilégiés dans la République, alors qu'ils ont siphonné à hauteur de plusieurs milliards au fond. Hein? Et vous avez publié beaucoup de documents. Vous avez publié beaucoup. Non, je ne dis pas que c'est ceux-là qui sont actuellement là. Mais s'ils ont eu le courage. Non, là, il faut avoir le sens du détail. Hein, non, s'ils ont eu le courage de vouloir constitutionnaliser l'immunité. Vous les soupçonnez de vouloir couvrir leurs arrières. Mais qui ne se reproche rien, ne peut prendre... Mais Patrice Talon disait hier qu'il travaillait pour le régime à venir, son successeur. Mais qui se préoccupe de son régime, qui laisse son successeur, qui ne connaît pas encore. Et donc, son successeur peut choisir, faire l'option de faire la lumière sur sa gestion. Donc, il le laisse tranquille, et il va venir. Très bien. Alors, le FONAC a sollicité auprès du président de l'Assemblée nationale une audience au fin d'échanger sur la déclaration de Mme Soglo. Et cette requête du FONAC, me semble-t-il, est inscrite à l'ordre du jour de la première session de l'année 2017. Oui, il me démentira si je dis n'importe quoi. Bien sûr. Cette session s'ouvre demain, 10 avril. En lisant cette information, une question m'est rapidement passée à l'esprit et je vous la pose. Dans le cas où le corrupteur n'est pas connu, puisque c'est le cas d'espèce, nous nageons en pleine conjecture, nous spéculons, on ne sait pas qui est le corrupteur. Dans le cas donc où le corrupteur n'est pas connu, la loi permet-elle de poursuivre le corrompu qui est passé aux aveux en direct sur les antennes de radio émission? J'ai l'impression que vous posez une question orientée. Ah, comment ça? Non. C'est une question comme les autres. Pourquoi c'est le corrompu qui vous préoccupe? Non, alors que les deux sont... Mais ça peut être le début d'une piste, M. Alaka. Si je dois parler comme un journaliste qui fait de l'investigation, c'est le début d'une piste. Alors que le corrompu et le corrupteur sont dignes d'être entendus par le juge. Oui, mais tout en attaquant peut-être le corrompu, on peut remonter au corrupteur, c'est possible. Par rapport à la démarche du FONAC. Oui, qu'est-ce que vous pensez de cette... Nous sommes dans une république organisée. Lorsqu'on est face à un aveu de cette importance, l'ONG FONAC doit disparaître. Ce n'est pas de son ressort. Ah bon, pourquoi? C'est du ressort de la justice de faire son boulot. Parce que nous avons là maintenant des dénonciations. Et nous avons... Et c'est les députés qui nous ont d'ailleurs donné ce pouvoir-là, d'agir sur les dénonciations. Le procureur de la République est saisi sur plainte et dénonciation. D'accord. Nous avons des dénonciations. À partir de ces dénonciations, c'est la responsabilité de la justice béninoise qui est engagée et non celle d'une prétendue société civile. La société civile, c'est pas la société civile, ça pose un problème, ça. Vous savez ce que notre société civile est devenue. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Dites-nous. Le premier responsable du FONAC, c'est qui? Mais c'est Jean-Baptiste Elias. Et qui est encore le président de l'ANC? C'est doublon, c'est cumul, on en a déjà assez. Que les gens se préoccupent de ce qu'ils ont à faire dans la République. Ce n'est pas de leur ressort. C'est incompatible en quoi? C'est incompatible. Je ne veux pas rentrer dans ces détails. Pourquoi vous l'évoquez alors si vous ne voulez pas rentrer dans ce détail? Non, je ne veux pas rentrer dans ces détails. Je ne veux pas rentrer dans ces détails. C'est à lui de voir si il peut cumuler les deux fonctions. Mais les deux institutions... N'est-ce pas ceci qui a permis cela? Mais les deux institutions opèrent sur le même théâtre, Michel Ayaka. C'est la lutte contre la corruption ou bien c'est incompatible? Enfin, je ne comprends pas. Et les deux institutions sont-elles concurrentes? Non, mais est-ce que c'est pas parce qu'il est... il est président du FONAC qui se retrouve à l'ANC? Comme d'autres? Président de l'UNAMAB, promu à d'autres responsabilités comme les deux. Président, vous seriez au Conseil supérieur de la magistrature? Non, mais c'est le Conseil supérieur de la magistrature. C'est toujours la magistrature. Oui, mais là-bas, c'est toujours la lutte contre la corruption. Ah non, c'est pareil. À des paliers divers. Comment la ça? Société, ici, il ne s'agit pas d'une société civile. Il s'agit d'une institution de la République. Donc, on n'est plus dans la société civile. On n'est plus régi par la loi de 1901. Vous avez un problème contre la société civile, Michel? Non, on n'est plus dans la loi de 1901. Cette société civile a suffisamment trompé le peuple dans ce pays. Oui, mais il faisait pas pour reconnaître le courage de la récuser. Elle a trompé le peuple en faisant quoi? Suffisamment. Voilà un débat sur la révision de la Constitution. Ils sont devenus subitement taiseux. On ne les voit plus. Ils ont disparu des radars. Heureusement que nous avons pris la relève. Heureusement que les magistrats sont là. Non, excusez-moi, mais l'UNAMAB était là
L'UNAMAM n'a-t-elle pas ou n'a-t-elle pas un rôle à jouer puisqu'elle fait partie quand même de cette affaire d'une manière ou d'une autre, si le procureur de Porto-Novo éventuellement n'agissait pas? Non, le collègue est devant une responsabilité historique. Il a démontré sa capacité par le passé à faire la lumière sur un certain nombre de dossiers. Je crois que il est souhaitable de le laisser et peut-être vous allez l'applaudir sous peu. Très bien. Alors, est-ce que là, vous ne prêchez pas, Michel Ayaka, quelque chose que vous savez vous-même irréalisable quand on sait que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, en son article 69.1 précisément, empêche la réalisation de ce vœu. Et je cite pour nos auditeurs, puisque vous le savez, les membres de l'Assemblée nationale jouissent de l'immunité parlementaire conformément aux dispositions de l'article 90 de la Constitution. En conséquence, aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Opinion. C'est les justifications de vote de madame. Dans ces justifications de vote qu'elle a dit ce qu'elle a dit. Ce n'est pas une justification de vote. Qu'est-ce que c'est? Elle a parlé avant le vote. C'était avant le vote. D'accord. Et ce n'est pas ces propos qui sont poursuivis. C'est le fond. Le fait auquel la marchandisation de la conscience des députés avant même l'ouverture de la séance. On veut savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Est-ce que le peuple n'a pas le droit de le savoir? Oui, bien sûr. Bon, laissez-nous faire le boulot. D'accord. Et vous ne risquez pas de vous heurter à ce genre de disposition. En quoi cela vous gêne-t-il? Non, ça ne me gêne pas. Qu'on rencontre des balises sur le terrain, sur notre chemin. En quoi cela vous gêne? Est-ce que l'immunité avait été prescrite pour ces gens de faire? Je n'en sais rien. Lisez lui-même, c'est du français. C'est pourquoi je pose la question à Michel. C'est du français. Un député qui dit publiquement qu'il a été entrepris et que ses collègues ont été entrepris. Mais laissez-nous faire notre boulot. Non, moi je ne vous empêche pas. Je pose la question de savoir est-ce qu'en faisant ce boulot, vous êtes sûr d'aller au terme de votre démarche? On n'aille pas au terme de notre démarche. Est-ce que c'est dangereux pour la République? Non, pas du tout. Bon, voilà, qu'on commence déjà. Très bien, le président du FONAP, puisque vous en parlez il y a un instant, précédemment dans ce même studio, a estimé que depuis de nombreuses années, au moins 48 dossiers de corruption sont transmis à notre justice sans qu'on ait la moindre suite. Dans ces conditions, je me demande en quoi les griefs nombreux que vous avez soulevés contre le projet d'amendement, ces griefs-là sont fondés parce que vous dites on veut nous empêcher de faire notre travail, de punir les corrompus. En fait, un travail qu'ils n'ont jamais fait. Voilà, un travail qu'on n'a jamais fait. À moins que vous n'ayez personnellement mis des gens comme ça en prison. Michel Ayaka. Monsieur Adon, vous savez que je réponds à des faits précis. D'accord. Je n'ai jamais fait le débat. Non, pas du tout. C'est pourquoi je suis très heureux que vous soyez dans ce studio. Il aurait pu nommer les dossiers. Si, séance tenante, je ne suis pas en mesure d'apporter les réponses appropriées, j'irai fouiller et revenir vous dire ces dossiers. Il aurait pu les nommer. Mais Michel Agiaka, l'enveloppe, vous ne restez pas ici sans savoir aucun de ces 38 dossiers, non? L'enveloppe qu'il présente est irrecevable parce que elle n'est pas précise. Donc, vous pouvez me dire, voilà tel dossier, est-ce que vous avez évolué, où est-ce que vous en êtes? D'accord, prenons l'autre bout. Dans quel dossier vous avez pu évoluer, par exemple? Dans quel dossier n'avons-nous pas évolué? Non, allez-y. Mais on va dossier de grande corruption publique, de col blanc, de prédation de ressources publiques. Je suis heureux d'être en face de M. Adou, qui a publié beaucoup d'ouvrages sur cette question-là. Dans quel dossier n'avons-nous pas? Il n'a jamais écrit que vous avez évolué dans un... Non. Il a au moins fait la comptabilité des dossiers de corruption dans cette République depuis Kérékou, passant par Yahi. C'est moi qui le fera. Les dossiers poussiéreux il le fera sous le président Yahi Boni. On avisera. De qui il est tombé subitement amoureux. Non, on avisera en temps opportun. Donc, il le fera. Il ne doit pas aviser cette fois-ci. Non, il doit aller jusqu'au bout. Non, tout le monde avise. 2025, tout le monde avisera. Non, on ne va pas aviser ici. Vous allez me faire aussi la liste. Au moins, ça permet de retenir notre conscience. Nous avons du boulot. Il faut que les collègues aient le courage de prendre vos ouvrages, de les lire, d'interpeller les gens. Parce que les crimes économiques sous nos cieux
sont imprescriptibles. Non, même votre cadavre fait faire l'objet de détention. C'est ça qui fait peur aux gens. Cadavre de Mais oui, c'est ça qui fait peur aux gens. Les banques qui vont être remplies. Alors, Michel Adjaka, l'un de nos auditeurs qui se reconnaîtra m'a prié de vous poser la question suivante. Comment se définit Michel Adjaka, un militant défenseur des droits de l'homme, un lanceur d'alerte, un syndicaliste politicien ou alors un futur politicien? Michel Adjaka est un citoyen avant d'être magistrat. Et donc, en tant que citoyen, tout ce qui dérange la République, tout ce qui attaque la République, Michel Adjaka, en tant que citoyen, ne doit pas en être indifférent. D'accord? Ça, c'est la première réponse. Deuxième réponse, en tant que magistrat. Simplement magistrat. Tout ce qui touche la justice, en tant que magistrat, Michel Adjaka doit s'ériger en combattant, doit s'ériger en vigile, doit s'ériger en Saint-Michel pour faire le combat qui s'impose. En tant que président du bureau exécutif de l'Union nationale des magistrats du Bénin, Michel Adjaka doit indiquer la conduite. En tant que général, il doit indiquer la voie à suivre. Et c'est ce que nous faisons depuis Yahi, le président Yahi. Nous sommes en train de le faire sous le président Talon. Et bientôt, je vais passer le témoin à l'un de mes collègues. Vous êtes en fin de mandat déjà? Bientôt, je vais finir en 2018. Alors, on va vous regretter, Michel Adjaka. Et je souhaite vivement on va vous regretter, que le combat se poursuive. Mais quand je vais retrouver mes attributs de citoyen, lambda et de magistrat tout court, je ferai le combat autrement. Est-ce qu'un magistrat est un citoyen lambda? Oui, c'est un citoyen lambda. Il n'a pas de privilège de détention. Il ne peut pas. Il n'est pas justiciable au cours de justice. Il ne fait pas l'objet des deux. Décide de la détention. Il ne fait pas l'objet des 2 tiers fois 2. Vous voyez? C'est ça. Un citoyen lambda. D'accord. Oui, alors, si la dénonciation à l'Assemblée nationale, le trafic de conscience aurait été un magistrat, on l'aurait mis déjà en garde à vue. D'accord. Pour nous, on l'aurait déjà fait. Alors, de votre définition que vous venez de donner, je retiens que Michel Adjaka est un défenseur des citoyens. Des pauvres. Des pauvres. De la justice. Ah ben, vous avez du boulot parce qu'il y en a beaucoup dans le pays. Oui. Vous avez du boulot, il y en a beaucoup dans le pays. Mais dans ce cas, si vous êtes le défenseur des citoyens et des pauvres, est-ce que l'UNABAB serait plus une association de défenseurs des citoyens qu'un syndicat de magistrats? Les combats que j'ai menés ici, c'est d'abord l'UNAMAB en tant qu'association de défense des intérêts des magistrats. Les décisions ont été toujours prises en Assemblée générale. D'accord. Pas souvent par acclamation. Ce que beaucoup ne comprennent même pas. Comment des magistrats peuvent accepter de se mettre en grève illimitée. Et tous les magistrats, là, s'associent aux décisions en Assemblée générale. Vous avez eu... Non, je pose la question. Mais vous avez eu des gens qui vous ont dit qu'ils ne sont pas associés. Non, je veux savoir. La question me paraît... Non, mais ça, vous savez, me paraît bizarre. Elle n'est pas bizarre. Dans cette émission, on ne pose que des questions généralement bizarres. Je vous l'ai dit dans la bande-annonce qui a annoncé votre arrivée ici, les questions sont sans tabou. Oui, on les pose sans tabou. Est-ce que vous avez on vous les pose comme ça nous arrive? Est-ce que c'est même Aïssa se plaint de ce que... Non, pas du tout. C'est la démocratie qui règne en maître. D'accord. La démocratie qui règne en maître. Dites-nous, Michel Adjaka, par rapport à votre opposition au pouvoir en place, aux adversités notamment, celles qui ont parfois visé le garde des Sceaux, dans l'opinion, on a souvent évoqué des problèmes de personnes, de subjectivité, de postes ministériels. Vous avez lu dans ma pensée parce que c'est justement la seconde question de l'auditeur que je m'apprêtais à lui poser. Oui. Bon, je le laisse répondre. Moi, je fais des combats de système. Je n'ai pas le temps de m'attarder sur les personnes. Si vous avez des convictions qui sont contraires à l'émancipation du pouvoir judiciaire, on est obligé de vous attaquer. On est obligé de vous attaquer. Qui vous souviennent que quand nous marchions dans 2014 dans les rues de Porte-Nouveau, l'actuel garde des Sceaux était à nos côtés. J'avais toujours pensé qu'il marchait pour une conviction noble. Il marchait pour quoi? J'ai compris qu'il marchait pour une occasion, pour une opportunité de se faire voir, de prendre la parole. Mais à l'épreuve de
l'exercice du pouvoir, j'ai constaté que il évolue et travaille pour une écurie. Au point où j'ai dû lui poser un jour la question de savoir est-ce que c'est l'avocat défenseur des causes nobles qui marchait aux côtés de l'UNAMAB dans les rues de Port-Nouveau que je vois là, ou bien c'est une autre personne. Il m'a dit que les intérêts changent, les positions, les intérêts changent, les analyses. Et j'ai tout compris. J'ai tout compris et j'ai automatiquement saisi l'opportunité de défendre davantage mes convictions. D'accord. Est-ce que M. Adiaka a manqué d'être ministre garde des Sceaux? Oh, personne ne m'a approché pour cela. Disons-nous la vérité. Personne ne m'a approché pour cela. Et si j'avais été approché, j'allais chercher à savoir... Vous auriez dit non peut-être? Non, j'allais chercher à savoir ce qu'on met dans la fonction du garde des Sceaux sous la rupture. Qu'est-ce qu'on met? Ça change là, selon le régime? Ce que le chef de l'État a proposé pour le secteur de la justice, curieusement, c'est mes idées que j'ai fait publier dans une parution en octobre 2015 dans un quotidien de la place. Et pendant la campagne électorale, le bureau exécutif de l'UNAMAB a initié une démarche qui a consisté à rencontrer 3 candidats. D'accord. Dans un premier temps, celui qui est arrivé en tête, l'ancien Premier ministre Lionel Zinsou. Ensuite, celui qui est arrivé en deuxième position, sans savoir qu'ils allaient occuper dans cette position. Ensuite, le président Patrice Talon et enfin le candidat Adjavan. Juste pour leur expliquer que nous avons suffisamment souffert sous le président Yahi Boni, qui violait littéralement, qui ne voulait pas exécuter les décisions de justice, et que nous souhaitons, cette fois-ci, que celui qui sera élu puisse traiter autrement la justice. Nous avons été surpris par l'ouverture du front, de la bataille, à l'occasion de cette affaire de football, où le garde des Sceaux est venu ici dire qu'un juge d'instruction ne peut même pas exécuter un mandat d'arrêt sans passer par le parquet. Et ces propos contrastent avec les dispositions du Code de procédure pénale en ses articles 14 et 44. Je m'apprêtais à exercer mon droit de réponse aux antennes quand j'ai compris que Soleil FM ne mérite pas que j'aille exercer un droit de réponse. Pourquoi? Fallait venir? Non, j'ai estimé qu'il faut laisser ce débat. Mais on vous aurait reçu j'ai souhaité que ce débat puisse mourir de sa belle mort, parce qu'on a tout compris. D'accord, alors, je vais peut-être repréciser la question de Vigie tout à l'heure, parce que, comme il le disait, il se susurre dans beaucoup sur les forats, que les positions jugées parfois outrancières que tient Michel Adiaka sur certains sujets se rapportant à la justice relèvent plus de querelles personnelles qu'il entretient avec Joseph Diogbenou, le garde des Sceaux, qu'autre chose. Puisque, dit-on, et ça c'est la question de l'auditeur, dans le domaine de la justice, aucune initiative du gouvernement dont il est le ministre de la Justice ne trouve grâce à vos yeux. Le gouvernement a même souhaité recruter 80 agents pour le compte de la justice, et là encore, vous avez sonné la charge. Pourquoi, Michel Adiaka? Ces questions-là sont des questions auxquelles j'ai déjà assez répondu. Vous me donnez l'occasion de les reprendre. Est-ce que Michel Adiaka a changé du président Yahi Boni au président Talon par rapport à ses convictions? Non. Vous n'avez pas voulu dire non, mais j'ai dit non. Non, ici c'est moi qui pose la question. J'ai dit non à votre place. Non, si vous posez. Donc, je fais un combat par rapport au test, je fais un combat par rapport au système. 80 auditeurs de justice, nous avons dit quoi? Le système de formation ne permet pas de prendre en compte 80 auditeurs de justice. On ne nous a jamais expliqué les mesures nouvelles qui permettront de former convenablement 80 auditeurs de justice. On ne nous a jamais expliqué cela. On a dit, 80 auditeurs de justice, c'est le gouvernement qui recrute, comme si le gouvernement a la latitude de recruter le nombre qu'il veut pour éventrer le corps. C'est un corps d'élite. Qui recrute normalement? Non, c'est un corps d'élite. Le recrutement se fait avec les magistrats,
qui forment et qui intègrent. C'est ce que prévoit les tests. Ben oui. C'est la formation est assurée à 80% par les magistrats. Les matières essentielles sont assurées par les magistrats. Et au Conseil supérieur de la magistrature, c'est les magistrats qui vous intègrent. C'est eux qui mènent l'enquête de moralité. C'est eux qui conduisent la procédure de bout en bout. Donc, ce n'est pas un corps où le pouvoir peut tourner en rond, faire ce qu'il veut. Ce qu'on ne comprend pas, M. Ladiaka, quand vous, tout à l'heure, vous étiez en train de donner vos explications, j'ai posé la question, vous n'avez pas répondu. Combien y a-t-il de magistrats dans notre pays? L'effectif varie. Parce que chaque 1er avril, 1er juillet, 1er octobre, 1er janvier, vous avez des départs à la retraite. Okay. Et il faut à chaque fois demander à la direction des ressources humaines ou au service des ressources humaines aujourd'hui de donner les statistiques. Donc, l'effectif tourne autour de 250. Donc, il faut qu'on actualise les données. L'effectif tourne autour de 250. Et nous avons effectivement besoin de ressources humaines. Mais de ressources humaines recrutées. Oui, parce que vous avez tout le temps réclamé les ressources humaines. Et quand le gouvernement dit nous allons recruter 80 personnes, c'est encore vous qui vous élevez comme ça. C'est là que... Mais est-ce que vous n'avez pas entendu ressources humaines de qualité? Retenez qualité. C'est important. Oui, mais les procédures, il y a peut-être deux moments à avoir dans cette affaire. Quand le gouvernement dit nous allons recruter, parce que même si les magistrats sont impliqués dans le recrutement, ce n'est pas les magistrats qui paient les nouveaux magistrats qu'on recrute. Donc, c'est le gouvernement qui paie quand même. Est-ce que c'est le paiement qui importe ou bien le travail à donc faire? Ça fait une charge supplémentaire, mais après le recrutement, il y a d'autres procédures. Et c'est peut-être sur ces procédures-là que vous devriez peut-être acheter, mais pas sur le recrutement. Non, personne ne pose la question du paiement. C'est l'office à conférer aux auditeurs de justice qui deviendront magistrats qui est ici visé. Si vous recrutez n'importe comment des magistrats, demain, la magistrature, en tant que corporation, sera l'objet de toutes les critiques. Mais que faites-vous alors de votre rôle de vigile? Enfin, pas avancé, mais... Alors, faites pas vigile. Sans air. Alors, l'UNAMAB siège dans la commission de recrutement à travers ma modeste personne. Nous essayons de faire ce qui est nécessaire afin que le recrutement se passe et se fasse dans la transparence. Dès lors qu'il y a un petit problème, je donnerai la lettre. J'ai déjà demandé aux collègues de rester mobilisés par rapport à ces recrutements. Une grève encore en vue? Pas forcément, mais nous allons nous donner les moyens de nous défendre par rapport à un recrutement fantaisiste et opportuniste de magistrats. Mais vous avez été toujours impliqué dans les procédures de recrutement de magistrats, non? C'est pour ça que... Nous avons toujours recruté 40. On vous a toujours recruté 40? 40. La capacité de formation de l'école nationale d'administration et de magistrature, c'est 40. Depuis 2003. Pourquoi est-ce qu'on ne recruterait pas 42 fois? Si la possibilité de prise en charge est 80, pourquoi est-ce que dans la démarche, on ne pourrait pas éclater Voilà, bon. Ça c'est encore très intéressant. Quand vous recrutez 40 d'un seul trait, le risque est grand que vous ayez des gens pas performants. À la fin, lorsque vous dépassez, non, 80 pardon, peut-être lorsque vous allez dépasser, lorsque vous dépassez 30, le reste, ce n'est pas... Pourquoi? C'est le recrutement qui est de mauvaise qualité ou c'est la formation qui n'est pas à la hauteur? Au point où pour réussir même la formation, il faut que l'auditeur de justice recruté un minimum. Et les formations à l'université aujourd'hui, nous voyons les professeurs d'université, les professeurs de droit, la façon dont les gens défendent un certain nombre de choses aujourd'hui. Et donc, nous sommes, en tant que consommateurs de ces produits, devons être sur nos gardes. Et donc, si on vous recrutez suffisamment d'un trait, le risque est grand que vous n'ayez pas la qualité souhaitée. Si vous faites 40 fois 2, c'est encore plus intéressant. Ça fait tirage avec remise. C'est plus intéressant qu'un tirage d'un seul trait. Mais avant que la rupture ne s'installe, au niveau de la magistrature, les dispositions ont été prises. Même parfois, on n'a pas les 40. À plus forte raison, ce n'est pas facile d'avoir 80. Pourquoi? Il y a des notes éliminatoires. Lorsque vous avez moins de 7 sur 20 dans l'une des matières de composition, vous êtes éliminé d'office.
Oui, mais votre rôle, ce serait de veiller à ce que tout ce que vous dites là soit respecté. Mais pas d'être contre le fait qu'on veut recruter 80 personnes. Donc c'est déjà là que le problème se trouve. Bon, l'épreuve, qui donne l'épreuve, c'est le garde des Sceaux. Et donc, si on ne reste pas vigilant, la volonté de recruter 40... Donc vous êtes en train d'insinuer que le garde des Sceaux va recruter des abrutis dans le code de la magistrature. Laissez-nous faire notre boulot, il nous revient de faire le sien. Chacun défend ce qu'il a à défendre. Non, mais concrètement, qui recrute les magistrats? C'est le garde des Sceaux ou l'UNAMAB? Mais pourquoi vous posez cette question? Oui, parce que à vous écouter, j'ai l'impression que finalement c'est l'UNAMAB. Ce que j'ai expliqué, vous ne voulez pas sortir de vos illusions. Non, je suis dans aucune illusion, Michel Ayaka. Qui vous ont été, qui vous ont été ingurgités. Personne ne m'a ingurgité, quoi que ce soit. Je vous ai dit. Je suis ici pour poser des questions. Non, je vous ai dit. Qui recrute les magistrats? C'est le garde des Sceaux. Vous avez déjà demandé qui paye. Oui, c'est l'État. Et je vous ai dit ce qui nous préoccupe, c'est la qualité du recrutement. Voilà. Et il ne vous revient pas de me dire où est-ce qu'il faut suivre la qualité du recrutement. Voilà. Donc c'est dans le processus de recrutement que vous suivez la qualité. Mais la question que je pose, apparemment, vous ne m'avez pas compris. Si on fait des dénonciations en amont, en quoi vous êtes gêné? Non, vous ne m'avez pas compris. En quoi vous êtes gêné? Ce que je dis... Moi, je ne vois pas ce qui vous gêne là. Non, rien ne me gêne du tout. La question que je pose est celle-ci. Personne n'a dit qu'on ne recrute pas. Voilà. Alors, donc c'est sur ça qu'on ne se comprend pas. C'est sur le nombre que la bataille a eu lieu. Le gouvernement dit, je veux recruter 80. Vous devrez être heureux. Mais vous devez dire, peut-être, voilà comment nous souhaiterons que vous procédez. Mais vous ne dites pas, bon, on est contre, enfin, on a eu l'impression que vous étiez contre le recrutement de 80. Non, je vous ai dit que personne n'a été contre le recrutement. Très bien, mais voilà. Le chiffre 80 ne garantit pas la qualité. Bon, et vous avez dit vous-même, si on faisait 40 fois 2, voilà, c'est pas intéressant. Mais non, donc, vous aurez pu poser le problème en septembre. Vous avez lu ma publication sur cette sortie ou impromptue, cette information que le garde des Sceaux a laissée sur les réseaux sociaux. Quelle information? Mais c'est lui qui a donné la lettre de 80. Avant même le Conseil des ministres. Si déjà avant d'aller en Conseil des ministres, un garde des Sceaux à mesure de dire ce qui allait s'y passer, à l'occasion d'un recrutement, souffrez qu'on soit sûr, nos gardes, ils recrutera des magistrats. Donc c'est dans notre corps. Et quand ces gens-là vont commencer par faire, excusez du peu, de n'importe quoi ou adopter des comportements antidéontologiques, vous serez parmi les premiers à dire oui, ils sont corrompus. Oui, mais la situation actuelle de blocage, est-ce que ça arrange la justice? Quel blocage? Blocage de non-recrutement. Non, mais elle a évolué. Cette semaine, la semaine qui vient de s'achever, j'ai travaillé par la fonction publique pour cela. On étudie leur dossier. On a déjà fait, on a publié une première liste pour demander qu'ils complètent les pièces nécessaires. Les 40 premiers ou... Non, on va recruter. On part sur la base des 80. Donc on va publier encore la liste définitive sous peu pour dire voilà ce qu'ils pourront compétir. Les épreuves leur seront administrées probablement en mai. Et voilà. Alors, Michel Ayaka, est-ce que, avec votre activisme qu'on constate, vous ne visez pas... Ça vous intéresse, le mot activisme? Oui, bien, votre activisme, oui. Est-ce que vous ne visez pas un jour de vous engager en politique? Je suis citoyen béninois, non? En quoi cela m'est défendu? Non, c'est une question que j'ai posée. Et ici, on pose des questions. J'ai l'impression, Michel Ayaka, que généralement ici, dans cette émission, on ne pose pas des questions pour faire plaisir aux gens. Alors, souffrez que je vous pose des questions qui ne vous fassent pas plaisir. C'est le mode de fonctionnement de cette émission. J'aviserai. Voilà. Vous aviserez en son temps. Oh, c'est la 16. J'aviserai. Aviser en son temps. Alors, dernière question. Le gouvernement dit prendre acte du vote des députés sur la révision de la Constitution et annonce vouloir se consacrer à d'autres priorités. Le chef de l'État lui-même, je crois avoir compris hier dans son intervention que la révision de la Constitution, en ce qui le concerne, c'est bien terminé. Oui. Alors, quelle suite entrevoyez-vous pour une probable révision de cette fameuse Constitution? Vous avez vu comment le chef de l'État a évolué. Je vous ai parlé de la parole présidentielle. Il a dit que c'est terminé à son niveau. Vous pouvez retrouver ce projet de loi sous forme de proposition de loi. Les députés ont pris l'habitude maintenant de transformer des projets de loi en proposition de loi. Vous en avez les preuves? Donc, vous allez trouver peut-être cette affaire-là ou ce document sous forme de proposition de loi porté par des députés qui souhaiteront continuer l'étude du document
le chef d'État va vous dire que, bon, puisqu'il dit désormais il va agir comme un homme politique, il a compris qu'il a une fonction politique, et donc il va s'en laver les mains, mais vous allez voir les députés désormais acharnés à réviser la Constitution. C'est une prédiction ou vous avez lu dans une boule de cristal? C'est une lecture futuriste. D'accord. Bon, très bien. Alors, très bien. Alors, quelques minutes encore. Vigile, vous avez une question peut-être? Non, pas vraiment. Voilà. Alors, quelques minutes encore pour boucler notre conversation. Elle est très intéressante, cette conversation avec Michel Adiaka. Il y a longtemps qu'on aurait souhaité ça, Vigile Awansé, mais malheureusement, nous allons devoir la conclure. Est-ce que vous voulez la conclure en quelques minutes? Nous avons fait les 1h30 déjà. Ah oui, déjà, le temps passe vite. À moins que vous ayez encore de réserves. Qu'est-ce qu'on n'a pas abordé, qu'on aurait pu aborder selon vous? Par exemple. Mais vous aurez pu me permettre de dire un mot sur les systèmes partisans? Non, on n'en aurait pas eu le temps. 90 minutes ne suffirait pas. Voilà. Non, bon. Alors, une question. Le cocktail Molotov. Peut-être pas à la manière dont vous la voulez, mais maintenant que la réforme de la Constitution a échoué, quelle devrait être la forme que devrait prendre la réforme du système partisan? Mais avec la charte des partis politiques, la loi portant charte des partis politiques, on peut réformer le système partisan. Toutes les mesures préconisées, mesures portées dans le projet de loi portant révision de la Constitution peuvent trouver allègrement leur place dans la loi portant charte. Sans violer la Constitution actuelle. Tout à fait.